roi Louis XV et l'icône français d'un charmant féminin ineffable avait été une femme avec beaucoup d'influence dans tous les domaines des arts. Voici comment, aujourd'hui, on abordera la vie de cette merveilleuse femme. Madame de Pompadour. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, est née le 29 décembre de 1721 à Paris. Son père était François Poisson, écuyer de Son Altesse royale Monseigneur le duc d'Orléans et sa mère Madeleine de la Motte. Le baptême est célébré à l'église Saint-Eustache. De plus, elle avait une sœur Françoise-Louise Poisson et un frère Abbé François Poisson. Père François avait débuté comme conducteur dans les services de vivres en province. Néanmoins, à cause de qu'il a été accusé de trafic et de ventes frauduleuses, il a dû quitter le pays et s'exilier en Allemagne. En 1727, Jeanne-Antoinette est entrée au convent des Ursulines à Poissy, qui était connu pour donner de l'éducation aux jeunes filles qui appartiennent à la bourgeoisie. Tout d'abord, elle avait une éducation soignée et l'enseignement des arts, le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse, les cours de chant. Aussi, elle a découvert le salon littéraire de Madame de Desan, une amie de sa mère. C'est dans ce cercle que la jeune fille va apprendre l'art de la conversation et les valeurs de l'esprit. Une légende raconte qu'à 9 ans, il était allé consulter avec sa mère une voyante, qui leur annonce qu'elle serait la maîtresse du roi. Traditionnellement, les rois choisissaient leur favorite de l'aristocratie, mais Louis XV a sorti de cette tradition quand il a choisi Madame Pompadour comme sa favorite malgré les critiques. La relation entre Madame Pompadour et le roi Louis XV a commencé grâce aux opportunités que la vie les a données. Venant d'un monde complètement différent de celui du roi, Jeanne-Antoinette Poisson s'est mariée avec un homme appelé Charles-Guillaume Lenormand Étoile à l'âge de 20 ans. Ils ont vécu ensemble dans le château d'Étoile et ils ont eu 2 enfants. Le château d'Étoile se trouvait dans la forêt de Sénart, lieu dans lequel chaque année Louis XV courait des cerfs. C'est ensemble de ces occasions où le roi et cette femme se sont connus. Un peu plus tard de cette première rencontre, ils se sont retrouvés dans une fête à Versailles donnée pour le mariage du dauphin Louis Ferdinand. Le roi ne pouvait pas perdre de vue cette femme exceptionnelle. Et c'est complètement compréhensible. Elle était une femme extrêmement belle qui en plus était très bien éduquée, cultivée dans les arts et prodigieusement intelligente. Malheureusement, elle était partie de la bourgeoisie et donc sa relation avec le roi était mal vue pour la cour. Jeanne-Antoinette était la victime des critiques des aristocratiques. Malgré cela, en juillet 1745, le roi l'a nommée Madame la marquise de Pompadour. En septembre, elle est officiellement présentée à la cour et dans cette même année, elle s'est installée à Versailles dans un appartement au-dessus de l'appartement du roi. Leur relation amoureuse a duré seulement 5 ans, mais elle est devenue la meilleure amie, conseillère et confidente du roi. Elle était indispensable pour la vie de Louis XV. Elle a fait partie des décisions importantes dans les domaines de la politique et des arts et en plus, elle a dédié beaucoup de son temps à sa relation avec le roi. Elle lui a écouté,
aider, rassurer et amuser pendant tout leur temps ensemble. Leur amitié loyale et tendre a duré 20 ans jusqu'à la mort de cette merveilleuse femme, l'amie la plus fidèle et la femme la plus aimée de Louis XV. Dans cette partie du documentaire, nous allons approfondir par rapport à la vie de Madame de Pompadour, dans les arts et les lettres. Il est aussi important de dégager quelques éléments pour montrer son testament et sa manière d'écrire. En plus, nous allons nous demander pourquoi Madame Jeanne Antoniette de Poisson est appelée la protectrice des arts et des lettres. La marquise de Pompadour a cultivé les beaux-arts de sa jeunesse. Ces arts sont le dessin, la peinture, le pastel, la gravure, grâce à l'interaction qu'elle a eue avec tous les grands artistes du XVIIIe siècle. Elle gravait et sculptait l'onyx, la sardoine, l'émeraude, la cornaline et l'ivoire. En plus, la marquise cherchait à reproduire les nobles traits du roi Louis XV en maîtrisant les perfections de l'art. Le genre Pompadour était d'une supériorité grandiose et élégante, ce qui a plu le jeune de son siècle. En ce qui concerne le testament, la marquise a écrit au début « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Elle a supplié Dieu d'avoir pitié de son âme parce qu'elle désirait mourir dans des dispositions dignes de sa miséricorde. Madame de Pompadour écrivait d'une manière très élégante et structurée, ordonnée, car elle a écrit chaque aspect séparément. Un aspect très étrange, c'est qu'elle a laissé de l'argent pour beaucoup de personnes qui n'étaient pas des nobles, comme les femmes de valet de chambre, les cuisiniers, les sommeliers, les concierges, parmi d'autres. Madame Jeanne Antoniette de Poisson était appelée la protectrice des arts et des lettres, parce qu'elle a vécu et protégé les grands hommes du XVIIIe siècle. Elle les a pensionnés, les a logés au palais de l'État. Cette femme de la bourgeoisie a également défendu ces artistes de la prison. Elle les a ouvert d'opportunités pour être à l'académie. Ils ont été invités à choisir 2 fois par semaine pour travailler avec la favorite. Le premier artiste, Jacques Gouet, a été un distingué graveur sur pierre antique. Il est né à Marseille et a voyagé en Italie pendant son enfance. Madame de Pompadour a signé beaucoup de ses œuvres. Le deuxième, Boucher, était le peintre de prédilection de Madame de Pompadour. Il avait 21 ans quand il a eu l'opportunité de faire un voyage en Italie. Dans ce pays, il a découvert que la France avait besoin d'un art adapté au goût et aux fantasies spirituelles et galantes. Boucher s'inspirait de la cour qu'il recevait dans le château de Choisy. Le dernier, Voltaire. Voltaire a été son auteur aimé, gâté et préféré. Et lui commandait pour les fêtes de la cour. Il était académicien, historiographe de France et gentilhomme. Voltaire a remercié Madame de Pompadour par le suivant vers. Ainsi donc vous réunissez tous les arts, tous les goûts, tous les talents de plaire. Pompadour, vous envahissez la cour, le Parnasse et Cythère, charme de tout le cœur, trésor d'un seul mortel, qu'un sort si beau soit éternel. Et finalement, dans ses œuvres variées, la marquise a gravé le dessin, signé indifféremment des noms, du Boucher, de Legueuil, sans plus de prédilection pour les uns ou pour les autres. Elle signait toujours Pompadour exclusive. Marquise de Pompadour n'est pas seulement la femme favorite de Louis XV. Elle apporte aussi plusieurs aspects à la cuisine du livre Les conversations gourmandes avec Madame Pompadour de l'historien Michel Villmour. On trouve beaucoup d'aspects importants de cette femme, comprenant la partie de la gastronomie. À Versailles, on a démontré la particularité du goût français à travers les différentes fêtes, les différents repas et des événements. De 1745, Madame Pompadour devient une figure de la cuisine française. Elle a à son service beaucoup de cuisinières. Elle lance la porcelaine, la champagne et les escargots aux chaussons à la crème d'œuf et les brioches
Aussi, il y a des plats qui portent son nom. Par exemple, le filet de sole à la Pompadour. Madame de Pompadour aimait beaucoup les constructions. Non seulement elle a fait réparer plusieurs propriétés qu'elle avait achetées, mais encore elle a fait lever plusieurs maisons. Son jeune frère, marquis de Mérigny, qui était directeur gérant des bâtiments du roi, lui aidait dans ses projets. Crécy était un fort joli château, faisant aujourd'hui partie du département d'Eure-et-Loire. Madame de Pompadour l'achetait en 1748. Elle achetait en même temps la terre d'Aunay qui touche à Crécy. En 1749, Louis XV lui a donné une partie du terrain du petit parc de Versailles, sur lequel elle fait construire une jolie habitation qu'elle appelait son Ermitage. Ainsi, en 1752, le roi lui donnait aussi le terrain sur lequel se trouvait, pendant le royaume de Louis XIV, la pompe autour d'eau, détruite en 1686. Là, elle fait construire un hôtel. Madame de Pompadour ne s'arrêtait pas dans son goût de construction qu'elle a fait partager à Louis XV. Elle voulait construire un véritable château avec son parc et ses jardins. Il exista sur la côte qui domine la Seine des terres qui appartenaient au roi. Louis XV les lui a données. En plus, ces propriétés, Madame de Pompadour avait encore des habitations particulières dans les principales résidences royales, à Versailles, à Fontainebleau et à Paris. En 1741, Madame avait 20 ans. Son père, qui avait resté veuf et sans aucune descendance masculine, a décidé de marier sa fille avec son neveu, Charles-Guillaume Lenormand, à qui il a nommé comme son héritier universel. Les textes disent que Guillaume était complètement amoureux de mademoiselle Jeanne-Antoinette, de qui on ne connaît aucune information sur ses sentiments par rapport au Guillaume, son mari. Pendant la même année dans laquelle ils se sont mariés, est né son premier fils, lequel est mort de manière prématurée. 3 années plus tard, est née Alexandrine, sa seule fille, en 1744. À la lueur de l'histoire, lors des campagnes des accusations de ses contemporains, Madame de Pompadour se montre comme une importante protagoniste de la révolution culturelle française qui mène vers la naissance du libéralisme européen. Si ce champion de la féminité n'avait pas été la favorite d'un souverain, elle aurait été une grande première actrice dans le sens les plus hautes de l'expression. La marquise arrive au trône de France par ses mérites. Elle aime l'art, se dédie à la diplomatie, à la politique, à la stratégie militaire. Aussi, elle montre ses qualités d'intellectuelle éclectique qui l'imposent à l'admiration de la société parisienne. La guerre de 7 ans conclut en 1763. En laissant la France sous des conditions humiliantes qui imposent les Anglais. La plupart de la culpabilité est jetée injustement sur Madame de Pompadour, à cause de son participation active à la conduite de la politique pendant les années de la guerre. Cette culpabilité est jetée sur elle par le fait d'être femme impliquée à la politique. Comme on peut trouver dans ses lettres, elle essaye d'obtenir une paix honorable. Dès le déclin politique et institutionnel de la France, Madame de Pompadour se met définitivement à la retraite dans sa résidence choisie, avant de se faire conduire à Versailles pour mourir comme une grande. La marquise se prépare à quitter la scène pour toujours et avec une régale discrétion. Elle s'est résignée au cours de son mal incurable, la tuberculose,
Ainsi, Jeanne-Antoinette de Pompadour s'éteint le 15 avril 1764 dans une pluvieuse dimanche des Rameaux, munie des sacrements de l'Église, comme confirme le testament. Pour finir, comme vous avez vu, Madame de Pompadour a été une femme exceptionnelle qui a su diriger le pouvoir avec astuce et intelligence. Sa participation dans la culture, la politique et les arts l'a donné une position très importante difficile d'acquérir par une femme de l'époque. Malgré ses problèmes de santé, les critiques et sa position devant la cour, aujourd'hui on peut affirmer que Jeanne-Antoinette a été la vraie reine dans la période de Louis XV.